Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous irons à la rencontre d'un groupe de femmes israéliennes et palestiniennes. Elles marchent, dansent et chantent ensemble pour promouvoir l'unité et espérer avancer vers la paix dans la région. Puis nous irons dans le village saoudien d'Al Touwal, situé tout près de la frontière avec le Yémen. Un village totalement déserté par ses habitants qui fuient les raids des rebelles yéménites Houthis. Enfin, nous recevrons sur ce plateau la journaliste et auteure Delphine Minoui. Elle nous parlera de son dernier ouvrage, Le Passeur de livres de Daraya. Elles le savent, le chemin vers la paix sera long, mais les femmes du mouvement Women Wage Peace, israéliennes et palestiniennes, ont décidé de marcher ensemble vers Jérusalem pour appeler leurs dirigeants respectifs à trouver un accord. Un périple de 2 semaines à travers Israël et la Cisjordanie occupée. Reportage de nos correspondants Anthony Lem et Iris Macler. Israéliennes et palestiniennes mettent en avant leur rôle de femmes et de mères pour mettre fin au conflit. Women Watch Peace a été créé après la guerre de Gaza en 2014 par des mères israéliennes, dont une Française de naissance, Pascal Chen. C'est ma responsabilité de faire quelque chose en tant que citoyenne et mère de famille. Après la guerre, j'ai réalisé que je devrais faire quelque chose, que je devrais arrêter de regarder la télévision et pleurer devant l'écran. Cet automne, elles ont décidé d'organiser des marches aux 4 coins du pays. Qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, retraitées ou jeunes, musulmanes, chrétiennes ou juives, de gauche ou de droite, elles espèrent toutes créer l'unité et provoquer la paix. Beaucoup de personnes nouvelles sont venues, nous ont rejoints, elles ont chanté et dansé avec nous. Mais pour les femmes palestiniennes, l'histoire est un peu différente. Elles n'ont pas les mêmes facilités d'accès que les israéliennes. Il existe un seul endroit où elles peuvent les rejoindre sans permis, c'est dans la zone C, en Cisjordanie. C'est aux portes du désert, près de la mer Morte, qu'est organisé le point culminant de ces rencontres. Le message, c'est de dire d'arrêter la violence, la haine, le sang, la guerre, que nous devons travailler pour la paix. Des milliers de femmes dansent, chantent et marchent ensemble dans le désert, tout habillées de blanc et se disent libres, fraternelles et sans ennemis. Elles se dirigent vers une tente qu'elles ont nommée Agar et Sarah, le nom des matriarques des musulmans et des juifs. Je suis optimiste. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes frustrés. Et la frustration entraîne des situations dangereuses. Dans cette tente, la palestinienne Lama Abou Akroub rencontre et échange avec l'israélienne Pascal Chen. Donner inconditionnellement, aimer inconditionnellement, seulement les femmes, essentiellement les mères, en sont capables. Alors quand elles se réunissent, la force créée est énorme. Des voix critiquent un mouvement plein d'idéaux et peu réaliste, mais les Women Watch Peace préfèrent penser que seule la méthode douce peut mener à de vrais résultats et bénéficier aux 2 peuples. Le village saoudien d'Al Touwal est situé à moins d'1 kilomètre de la frontière avec le Yémen. Alors depuis que Riyad est à la tête d'une coalition contre les rebelles Houthis, les habitants subissent de plein fouet les conséquences du conflit. La plupart ont été évacués pour échapper aux raids des rebelles yéménites. Pierre Leduf. Un calme apparent règne dans le village saoudien d'Al Touwal, au bord de la mer Rouge. Et pour cause, c'est une cité fantôme. De nombreux habitants ont été évacués à la suite de bombardements sur des écoles, des mosquées et des maisons par les rebelles yéménites Houthis. En effet, depuis que l'Arabie saoudite mène la coalition qui soutient les forces gouvernementales au Yémen, la guerre déborde sur son territoire, visé par des raids des rebelles. Pourtant, d'après les gardes frontières saoudiens, la vie suit son cours paisiblement dans la région. La guerre n'impacte pas la vie des gens. Ils vivent normalement, grâce à Dieu, et à notre contrôle total des frontières. Les gardes-frontières ont pu, avec les forces armées, imposer leur contrôle total et assurer la protection de notre peuple. À la frontière avec le Yémen, la province de Jizan est en première ligne face aux raids Houthis.
Ils auraient fait 140 morts en Arabie Saoudite depuis mars 2015. Une riposte asymétrique au regard des plus de 3000 civils tués au Yémen par les raids de la coalition. Les Houthis n'ont pas d'avion pour bombarder l'Arabie Saoudite comme l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen. Donc ils font des incursions terrestres. Ils le font pour montrer aux Saoudiens qu'ils ont beau bombarder le Yémen, ils ne pourront pas le maîtriser. Tant que les Saoudiens ne vont pas sur le terrain, il n'y a aucune possibilité pour qu'ils défassent leur ennemi Houthi. L'Arabie Saoudite est entrée en guerre contre les rebelles yéménites à la demande du président Hadi. Il a fui à Riyad face à l'offensive des Houthis vers le sud depuis leur fief de Sada. Malgré les raids de l'aviation saoudienne, soutenus par 11 pays arabes, les Houthis restent maîtres des territoires conquis. Le chaos qui règne dans le pays a bénéficié au groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui a considérablement étendu son territoire. Le conflit dure depuis plus de 2 ans et demi et semble s'enliser. Les raids indiscriminés menés par l'Arabie Saoudite au Yémen lui ont valu d'être placé la semaine dernière par l'ONU sur la liste noire des pays responsables de la mort d'enfants. C'est la guerre des visas entre la Turquie et les États-Unis. Dimanche, l'ambassade américaine à Ankara a annoncé la suspension immédiate de la délivrance de visas aux citoyens turcs. À peine quelques heures plus tard, la Turquie reprenait mot pour mot le communiqué des États-Unis pour prendre les mêmes mesures à l'encontre des ressortissants américains. Tout a commencé avec l'arrestation d'un employé du consulat américain à Istanbul. Il est soupçonné par les autorités turques d'appartenir au réseau de Fethullah Gülen, l'ennemi numéro 1 du président Recep Tayyip Erdogan. Des accusations sans fondement pour les États-Unis. L'armée turque affirme qu'il s'agit d'une opération de reconnaissance. Depuis dimanche, une unité est déployée dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Idleb, c'est l'une des 4 zones de désescalade désignées par la Turquie, la Russie et l'Iran. Les 3 pays comptent y mettre en place un cessez-le-feu. L'annonce de l'armée turque survient alors qu'Ankara concentre depuis plusieurs jours ses troupes à la frontière avec la Syrie en prévision d'un assaut contre l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie et dans cette même province d'Idleb. Delphine Minoui nous a rejoint sur le plateau d'Express Orient. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, grand reporter pour Le Figaro. Vous êtes aussi l'auteur de 5 ouvrages. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est celui que vous venez de publier. Ça s'appelle Les passeurs de livres de Daraya. Le projet est né à partir d'une photo, une photo sur laquelle on voit 2 Syriens dans ce qui ressemble à une bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a déclenché votre intérêt pour cette photo, ce qui vous a interpellé? Tout se passe en octobre 2015. Je ne peux plus aller à Damas, il est très difficile d'obtenir des visas. Il est également très compliqué et risqué d'aller en zone tenue par la rébellion anti-Assad, puisqu'on connaît toute l'histoire des kidnappings de correspondants étrangers. Et donc je me rabats sur l'Internet et je tombe sur cette photo très intrigante, cette photo de 2 jeunes entourés de murs de livres, dans un espace clos, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, c'est assez sombre et je la trouve très très intrigante. Je lis la légende et il est précisé qu'il s'agit d'une bibliothèque clandestine, une bibliothèque secrète au cœur de Daraya, une ville assiégée par le régime de Damas, une banlieue qui se trouve à 7 km de la ville et qui est sous le feu de bombardements, qui a subi aussi des attaques chimiques. Et là, ça m'interpelle. Comment ces jeunes ont réussi à trouver refuge à travers la lecture, à travers les livres, face au chaos qui les entoure? Alors, on entre dans votre récit avec un personnage qui s'appelle Ahmad. C'est lui qui va être votre principale source d'information. Et comme vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous avez des entretiens avec lui via Skype, ce qui n'est pas classique. On a l'habitude, dans notre rôle de journaliste, d'aller sur place, de recueillir nous-mêmes les informations. Il est donc un peu vos yeux et vos oreilles sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passaient vos entretiens avec ce jeune homme? Quel rôle il tenait dans l'élaboration de votre livre? C'est vrai qu'à l'époque, je fais face à un dilemme. C'est comment rendre visible l'invisible. Il est toujours important d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, derrière le mur, derrière les frontières. Or, c'est impossible. Donc, on commence à initier des conversations avec Ahmad, avec toute la difficulté que vous pouvez imaginer, puisque donc, la ville est assiégée, il y a des coupures d'électricité régulières. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas d'électricité. Ils utilisent des groupes électrogènes. Parfois, ils sont obligés de brûler du plastique pour fabriquer du fuel, pour alimenter ces groupes électrogènes. Et donc, au gré, je dirais, des aléas et des caprices de l'électricité, de l'Internet, on arrive régulièrement à instaurer des connexions et à discuter, parfois au petit matin, parfois au cœur de la nuit. Et c'est comme ça qu'Ahmad commence à me raconter cette aventure incroyable de tous ces jeunes qui, à un moment donné, ont décidé d'aller sauver
les livres des décombres de la ville. Ils ont réussi à récolter comme ça 15 000 ouvrages. Et alors qu'est-ce que c'est le quotidien d'Ahmad justement dans cette bibliothèque ? Alors une fois qu'ils ont rassemblé tous ces livres, ils les ont protégés dans un sous-sol, dans un abri de la ville pour que tout ceci soit à l'abri des bombardements. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette bibliothèque, face à la désorganisation, face au chaos général, devient une sorte d'emblème de l'ordre, de la reconstruction. Donc cette bibliothèque, comme vous le voyez, elle a des livres bien organisés, tout est organisé par thématique. Il y a des horaires très précis d'ouverture. Il y a des règles de la bibliothèque qui sont affichées sur un poteau. Et ce qui est très très marquant, c'est aussi cette volonté permanente de perpétuer le combat pacifiste de la Révolution de 2011 à travers les livres. Et donc une des initiatives qui symbolise cette désobéissance civile, cet esprit civique, c'est la suivante, c'est qu'ils décident de numéroter tous les ouvrages et d'y apposer en première page le nom du propriétaire. Avec cette idée que le jour où la guerre se terminera, on rendra ces livres à ceux qui leur appartiennent. Il y a le chaos, mais le respect perdure dans cette bibliothèque. Vous avez parlé à Ahmad et vous avez parlé à d'autres de ses camarades. Est-ce que je peux vous demander tout simplement quelles sont les lectures qui les ont marqués ? Quel est leur roman préféré ? Quel est leur livre préféré dans cette ambiance de chaos, dans le silence de cette bibliothèque ? Qu'est-ce qui les a touchés ? Ce qui est impressionnant, c'est que parmi les œuvres piochées sous les gravats, sous les décombres, ils trouvent de tout. Il y a des ouvrages de théologie, il y a de la philosophie, de la science politique, mais il y a également des romans. Ils adorent, par exemple, la traduction arabe de Paulo Coelho. Ils lisent également des manuels de développement personnel à l'américaine, traduits dans leur langue. Je peux citer par exemple les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, un best-seller international qui a été traduit en plus de 25 langues. Et du coup, à travers ces ouvrages, ils puisent une nourriture intellectuelle. Et les ouvrages deviennent quelque part leurs armes d'instruction massive. Merci beaucoup Delphine Menou. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'Express Orient. Je rappelle le titre de votre livre, Les passeurs de livres de Daraya. C'est la fin d'Express Orient. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24.